Bonjour, Roger Lannoy, bienvenue dans cette nouvelle interview des secrets des millionnaires. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège et le plaisir de recevoir ici à Marbella un personnage exceptionnel. Je dirais un personnage atypique. Atypique dans quel sens? Mais atypique parce que tout le conditionné et il a été à devenir fonctionnaire parce que né à Lyon, fils de fonctionnaire, de père et de mère fonctionnaire, eh bien, toute sa carrière était tracée pour suivre la filière et continuer dans sa filière de fonctionnaire. C'est ce qu'il a fait l'école de police, il est rentré à la police, il a été à la police quelqu'un qui a bossé dans les renseignements spéciaux, dans les renseignements généraux et cette personne avait déjà à l'époque, malgré qu'il était dans le système, il avait cette envie, cette volonté de vouloir plus dans la vie. Et ce qui le caractérise, vous allez retrouver à travers toute cette interview, c'est son énergie bien sûr, c'est son enthousiasme. Et c'est cette énergie, cette envie qui un jour, marre de ce qu'il faisait, marre du système, eh bien il a décidé de quitter les renseignements généraux. Et c'est là qu'il s'est lancé comme entrepreneur. Et malgré qu'il avait plein de feu, plein d'enthousiasme, comme beaucoup d'ailleurs, il a connu l'échec. Il a connu un gros échec, il vous en parlera, mais sa force, son enthousiasme, son énergie ont fait qu'il a rebondi. Il a rebondi, il est entrepreneur maintenant avec des résultats hors normes. Mais vraiment des résultats hors normes. Tout ce qu'il fait, dans toute entreprise où il passe, dans tout ce qu'il démarre, dans tout ce qu'il fait, il y a des résultats. Des résultats vraiment spectaculaires. Et ici, vous allez découvrir ses secrets, justement, ses secrets de millionnaire. Comment il a fait pour passer d'une situation de fonctionnaire et devenir millionnaire. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour vous, d'interviewer mon ami Franck Alexandre. Bonjour Franck, bienvenue à Marbella. Bonjour Roger. Ça fait plaisir de t'accueillir ici au soleil, le soleil andalou. Ouais. Alors, tu connais… Aujourd'hui, il est un peu parti. Oui, un peu parti, mais bon, on est au mois de décembre quand même. Hein. Donc, on va commencer avec toutes ces questions dans le but justement de pouvoir décrypter qu'est-ce qui a fait que toi, d'où tu es venu et où tu es aujourd'hui, millionnaire, quel a été ton chemin pour justement pouvoir aider des personnes qui, comme toi, qui comme nous, on démarre de zéro, ils sont en train de démarrer et ont besoin d'avoir des signes, d'avoir des repères, d'avoir des expériences justement pour réconforter sur leur chemin et leur donner la motivation de pouvoir aller au bout de leurs rêves. Alors ma première question, raconte-nous un peu ton histoire. Tu me donnes une grande mission. Très grande, mais je sais que tu es à la hauteur, sinon je ne t'aurais pas appelé. Raconte-nous un peu d'où tu es parti, où tu es arrivé et aujourd'hui, où tu en es en termes de résultats spécifiques dans ta vie personnelle et professionnelle. D'accord. Alors moi je suis né le 7 février 67. Verseau. Donc je suis Verseau, j'ai passé la quarantaine depuis pas très longtemps. Je suis né à Lyon. Mes parents étaient tous les deux fonctionnaires. J'ai un petit frère et une petite sœur. C'est toi le plus grand alors? C'est moi le plus grand, c'est moi l'aîné. C'était moi qui remplaçais les parents quand ça n'allait pas à la maison. D'accord. Donc voilà, j'ai commencé ma carrière un peu comme mes parents. Hein. J'ai fait ce que je connaissais, c'est-à-dire que j'ai été fonctionnaire pendant 16 ans. 16 ans. 16 ans. Tu as commencé à quel âge 16 ans de fonction publique. J'ai commencé à 22 ans. Voilà, donc j'étais sportif, j'avais un statut de sportif de haut niveau, parce que je faisais du handball à l'époque des Barjots. La grande époque. La grande époque où l'équipe de France a commencé à gagner des grands titres au niveau du handball. Constantini. Constantini, voilà. Oui. Donc j'ai passé le concours pour entrer dans la police. Donc j'ai été aussi fonctionnaire pendant 16 ans. À la police? Dans la police. Mieux que la police, je crois. Oui, aux renseignements généraux. Donc, au fameux RG. Voilà, on dit souvent que les renseignements généraux, c'est la crème de la police. La crème? On a la crème, on a les bons contacts, on a tout ce qui va bien. Donc voilà, comme j'ai été sportif de haut niveau, j'en ai profité pendant que j'étais dans la police pour
pour avoir le titre de sportif de haut niveau et intégrer l'équipe de France Police. Voilà, j'ai joué jusqu'en deuxième division en région parisienne. Et puis, petit à petit, d'année en année, je me posais beaucoup de questions. Parce que j'avais pas de flamme, j'avais pas de vibration, il y avait rien qui me motivait. Et comme chacun des sportifs, on aime bien se challenger. En tout cas, moi, j'aime bien me challenger. Et là, j'ai pas de challenge puisque la fonction publique, on a des gouvernements qui sont en place, qui nous donnent des missions. Le gouvernement échange nos missions, même si ça ne sont pas terminées, on les arrête, on en donne d'autres. Donc on est tributaire un peu comme tous les salariés, je pense, dans une entreprise par rapport à leur employeur. Donc un jour j'ai eu la bonne idée, on va dire, de vouloir monter une entreprise. Donc j'ai pris une disponibilité. J'avais 26 ans. Donc j'ai quitté Après 4 ans, ça. Après 4 ans, Ouais. 4 ans de renseignements généraux, donc j'ai quitté la police. Puisque dans la police, on a le droit d'être en disponibilité pendant 10 ans. Bon, à l'époque, c'était 6 ans. Ça veut dire que tu peux prendre ce qu'on appelle chez nous en Belgique un congé sans solde, c'est ça? Un congé sans solde, exactement. Ouais. Donc je suis parti, puis j'ai monté une société où je mettais en place des vêtements pour des clubs. Donc création de maillots, création de survêtements, avec un fournisseur italien. Ça s'est développé plus ou moins bien. J'ai découvert le monde de l'entreprise, avec ses qualités, et puis je vais dire ses problèmes, sa problématique, challenges, ouais. des challenges. Parce que si on ne se lève pas le matin, là, c'est pas comme quand on est fonctionnaire. Moi, ce que je connaissais en étant fonctionnaire, c'est que du lundi au vendredi, j'avais la même vie. Je me levais à la même heure, je me couchais à la même heure. Je partais le matin, j'avais des bouchons. J'arrivais au boulot, je lisais le journal. Puis j'avais mes différents contacts. Le soir, je revenais chez moi, j'allais m'entraîner. Avec les bouchons? Avec les bouchons, dans l'autre sens. Voilà, et puis la vie avançait. Et 16 ans Et après. qu'est-ce qui t'a déjà donné, après 4 ans de loyaux service de la fonction publique, qu'est-ce qui t'a donné la flamme et l'impulsion déjà pour créer une entreprise? Je crois que c'est le fait de côtoyer des chefs d'entreprise. C'est-à-dire quand on est en renseignements généraux, on est en contact avec de grands chefs d'entreprise, avec des élus locaux, des élus nationaux, et d'écouter les différentes interventions, de participer ou de suivre une entreprise qui évolue dans le temps, de voir les décisions que peut prendre un chef d'entreprise et les actions qui sont menées après par les salariés. Ça m'a donné envie de prendre ma vie en main et de plus être tributaire de personnes avec qui j'avais pas forcément envie de travailler. En plus, on m'imposait des personnes dans mon bureau avec qui je ne partageais pas forcément les mêmes choses. Donc j'ai décidé de faire cette expérience, bien sûr, parce que j'avais aussi la possibilité de revenir. Donc j'avais mesuré le risque. Toujours Je n'avais pas d'enfants, je n'avais pas de famille à charge. Et tu gardais toujours une béquille pour revenir. J'avais justement cette fameuse béquille. Et puis, question aussi importante ici, parce que là, je vois un truc qui se dessine et je crois que c'est intéressant pour les personnes qui nous suivent d'apprendre. Tu avais une espèce, si j'ai bien compris, de dualité entre deux milieux dans lesquels tu fonctionnais. D'un côté, le pouvoir de l'environnement, tu avais l'environnement du bureau, de l'administration, et puis tu avais l'autre côté avec les entrepreneurs et les élus locaux. Quelle est pour toi justement l'importance de l'environnement? Alors, quand j'étais fonctionnaire, mon environnement, c'était essentiellement des fonctionnaires. Fonctionnaires, on a la sécurité de l'emploi, mais on n'a pas la sécurité de la liberté financière. C'est-à-dire que... c'est un choix. C'est un choix. Voilà. Pour moi, la vie est faite de choix. Hein. Comme je dis souvent, on est tous un jour, on meurt tous un jour, et entre les deux, on a des choix à faire. Et on ne saura, je pense, qu'à la dernière seconde ou la dernière minute de notre vie, si les choix qu'on a faits ont été les bons ou pas. Il s'avère que là, j'ai fait un choix de quitter ce monde de la fonction publique où, quelque part, j'avais, pour ma part, l'impression d'être un mouton. On te prend, on te met là, c'est un peu comme les échecs. Hein. Tiens, lui, je vais le mettre là, puis après, je vais le mettre là, puis je vais le mettre là. Un pion. Il n'y avait pas de prime, il n'y avait pas de prime
C'est-à-dire celui qui bossait bien, à la rigueur, presque on avait envie de le garder, les patrons avaient envie de le garder. Celui qui bossait pas bien, il voulait l'éjecter. Et tout ça pourquoi? Pour que le patron puisse avoir une carrière plus intéressante avec de la promotion. Mais sinon, nous, à l'intérieur du service, on n'avait pas beaucoup d'avenir. Et peut-être que 20 ans après, j'aurais été au même poste, peut-être au même grade, avec une petite augmentation. Quelques centaines d'euros. Et ce n'était pas mon type de fonctionnement. Donc, encore une fois, j'ai lancé cette société. Ça s'est bien développé, ça partait bien. À l'époque, je connaissais pas du tout les ventes personnelles. J'avais appris qu'il fallait se remonter les manches, et ça, je l'avais appris à travers le sport. Donc, le sport, c'est pour moi déjà une des choses. Une grande école de vie. C'est une école de vie parce que quand tu as une équipe qui est en face et que tu dois prendre le ballon et que tu dois soit passer au-dessus, soit passer à travers, à un moment donné, si tu te poses des questions, je crois que tu poses le ballon, tu t'en vas et tu cours parce que quand tu vois les gabarits qui sont en face, tu n'as pas trop envie. Voilà. Donc j'ai l'esprit d'équipe, j'ai l'esprit du challenge. Et ça s'est développé encore plus quand justement j'ai monté cette première entreprise qui malheureusement au bout de 3 ans, 2-3 ans, sur la 3e année, j'ai dû déposer le bilan. Pourquoi? Parce que je fonctionne beaucoup aussi à la confiance. Je suis quelqu'un qui fait vite confiance aux gens. Pour moi, dans toute personne, il y a des choses positives, il y a des valeurs. Et j'ai tendance à regarder ces valeurs et ces choses positives et pas trop à m'imaginer que la personne pourrait être perturbée à un moment donné et commettre des malversations. C'est ce qui s'est passé dans mon entreprise. Et attends, je t'interromps là parce que ici c'est intéressant ce que tu dis. Parce que je sais que, que ce soit en France, en Belgique, dans le monde francophone, si tu as une entreprise et que tu déposes le bilan, quelle qu'en soit la raison, peu importe la raison, le résultat est là, eh bien tu as une espèce de tare. Tu tires ça presque toute ta vie. Et je connais beaucoup de personnes, et c'est pour ça que je tiens à relever ce point, qui sont certainement dans le même cas que toi, qui ont eu une mauvaise expérience, peu importe la raison. Ça, c'est pas ça le plus important. Mais, et qui, suite à cet échec, mais bon, toute leur vie, ils le tirent derrière eux, et ils ne retrouvent pas la pêche, la grinta pour justement redémarrer. Qu'est-ce que tu auras à dire par rapport à ça? Pour justement me donner une motivation, un encouragement à ceux qui, comme toi, sont passés par cette situation qu'on appelle, entre guillemets, d'échec. L'échec existe si on ne tire pas des leçons. Effectivement, donc à l'époque, ça a été une période très très difficile de ma vie, où j'aurais pu faire des bêtises qui auraient été dramatique pour mes proches, parce qu'en France, quand on dépose le bilan, contrairement aux États-Unis, quand on dépose le bilan aux États-Unis, on dit il a essayé de faire quelque chose, il a construit une entreprise, ça n'a pas fonctionné, mais il a essayé de le faire. Et il recommence demain, bon, bravo. Voilà, en France, vous déposez le bilan, vous êtes un escroc. D'accord. Donc, et moi, j'avais déposé le bilan par faute de rigueur et faute d'attention des personnes qui m'entouraient l'entreprise, qui pouvaient effectivement faire des malversations. Mais j'étais le chef d'entreprise, donc j'étais le responsable. Une anecdote, c'est que j'avais, à travers les vêtements que je faisais, je travaillais aussi avec des prisons. Donc j'allais aussi équiper les prisons, les prisonniers, Reebok, Adidas, etc. Donc j'avais passé des partenariats, donc j'avais levé des marchés intéressants. Et pendant que moi j'étais sur le chantier, sur le terrain, et que mon ami et associé d'entreprise me faisait la caisse, je ne l'ai pas vu, donc j'ai dû déposer. Et là, on va voir l'administrateur judiciaire pour lui dire voilà, on vous dépose le bilan. T'es un voyou. La société, elle a la difficulté financière et on ne va pas s'en sortir. Et donc, j'ai été très surpris quand à un moment donné, il me reproche en me disant. Parce que je lui disais, moi j'ai appelé Reebok, j'ai appelé Adidas, j'ai appelé Nike, j'ai dit venez vite chercher la marchandise que je vous ai commandée parce que je ne pourrais pas vous la payer. Et il m'a dit non, il ne fallait pas faire comme ça. Il fallait commander pour 500 000 francs, parce qu'à l'époque c'était en francs, il fallait commander pour 500 000 francs de marchandises et déposer le lundi matin. Parce que comme ça, comme on vendait après derrière la marchandise, on aurait récupéré de la trésorerie. Ouais, donc, en fait, j'ai compris qu'il aurait surtout lui récupéré de la trésorerie pour lui. Donc j'avais du mal à comprendre dans quel monde on était et je voyais une autre facette de quelque chose que je n'avais même pas imaginé à l'époque.
Je crois que le plus dur pour moi avait été d'avoir été escroqué par un ami. L'amitié pour moi, c'est une relation qui est très forte, qui est presque plus forte qu'une relation d'un couple, d'un homme et d'une femme. Pourquoi? Parce que l'amitié, c'est pas quelque chose qui est éphémère. On choisit ses amis et ça doit durer dans le temps et on ne devrait pas pouvoir se méfier de ça. J'ai appris que si. Mais aujourd'hui, je dirais que cet associé, quand je l'ai vu, quand ça s'est passé, j'aurais été capable de lui sauter dessus, de m'acharner sur lui. De lui faire une tête au carré. Lui faire une tête au carré. Et j'avais le gabarit pour. Et aujourd'hui, si je le croise, je lui dis merci. C'est intéressant ce que tu dis là. Je lui dis merci. Et c'est souvent une des phrases que j'aime bien de mon ami Tony Robbins, c'est quand il y a un challenge, et c'est le message aussi que je tiens à faire passer mais aux personnes qui nous suivent à travers notre programme, c'est une phrase magique de Tony, c'est quand il y a un challenge qui t'arrive, et là tu es la preuve, et c'est pour ça que je tiens à le relever maintenant, c'est que quand tu as un challenge, c'est se poser la question, au lieu de dire mais putain pourquoi ça m'arrive, j'ai pas de chance, de se sentir victime, blâmer les circonstances, mais de se dire quel est le cadeau qui est derrière. Et là, je crois que toi-même, maintenant, tu viens indirectement de révéler que ce challenge, qui est quand même gros, important, de déposer un bilan, non seulement de déposer le bilan, les conséquences financières, mais également ce qui est émotionnel, c'est de se faire baiser par un copain, baiser par un ami, c'est encore plus douloureux. Et maintenant, tu te rends compte, avec X années derrière, que dans le fond, c'était une bénédiction, c'était un cadeau qu'il y avait. Je pense que rien n'arrive par hasard et qu'on provoque des événements, de par justement les choix qu'on fait. Là, j'ai fait sûrement des mauvais choix. À l'époque, peut-être on pourrait dire aujourd'hui, j'ai fait les bons choix. Il fallait peut-être passer par cet échec pour en tirer des leçons. Et puis, cette leçon, justement. Et pour préparer l'avenir, pour préparer ce qui allait arriver derrière. Et en fait, donc j'arrive à ce dépôt de bilan. Qu'est-ce qui arrive derrière? C'est quoi la suite? Tu déposes le bilan, tu avais quel âge à l'époque? La suite. Tu avais une trentaine d'années. Non, ouais, j'avais. T'approchais les 30 ans. J'avais 27-28 ans à peu près par là, quoi. J'approchais la trentaine, quoi. Et là, on se pose plein de questions. On a envie de faire des conneries. J'apprends que. Quel type de conneries? J'apprends par exemple par l'administrateur judiciaire que c'est pas l'administrateur judiciaire, ça s'appelle celui qui est chargé de redresser l'entreprise, bon, j'ai plus son nom. J'apprends que le redresseur d'entreprise, rappelé comme ça. Voilà. Beaucoup de chefs d'entreprise passent au suicide parce que ils voient pas de solution. Ils voient pas de solution. C'est complètement fermé. Il y a des dettes partout. Il n'y a plus de vision. Moi, je me dis, à peine 30 ans, j'avais à l'époque 1 million de francs de dettes. Français. Français. Donc je me dis, qu'est-ce que va être ma vie? Et tu gagnais combien à l'époque? Je me donnais très peu de salaire puisque je. Non, mais tu avais combien de salaire Ah ouais, tu étais peut-être même plus chez les flics là. Non, j'étais même plus au renseignement généraux. Donc j'avais le salaire, le petit salaire que je me donnais en entreprise. Et pour patron d'état d'entreprise, 5-6 000 euros, 5-6 000 balles. Même pas. Je devais à la rigueur 1000 francs, quelque chose comme ça, quoi. Donc, et avant de déposer le bilan, j'avais tout bien organisé pour que les salariés puissent avoir l'assurance d'être dédommagés derrière, mes fournisseurs puissent récupérer la marchandise, voilà, tout allait bien pour eux. Et tout a été très mal pour moi. Donc j'avais la chance d'être en disponibilité de la police, donc je suis retourné dans la police, d'accord. Là, c'était très difficile. D'un côté, tu as 1 million de dettes d'un côté, 1 million, ça fait 100, on parlait en termes d'euros, 160 000 euros. Et tu vas chercher combien chez les flics? Et après, donc, on était en euros. 2-3 000 euros maximum. 1700 euros. 1700 euros. Donc 1700 euros de salaire. 170 000 de. Tu te dis, mais. Un centième le salaire par rapport. Comment je vais créer une famille Tu étais toujours célibataire à l'époque? J'étais toujours célibataire et puis tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un, quoi. J'avais une amie, mais tous les tracas ont fait que moi, quand j'ai des soucis, j'aime pas les faire partager avec des gens que j'aime. Donc je me mets en retrait et du coup. Je me suis retrouvé seul, hein, mais presque par choix, parce que c'était trop dur à faire porter à d'autres personnes. Et alors la suite? Bon, tu reviens chez les flics? Je reviens dans la police, et puis là j'ai un ami qui me propose de lire un livre, c'est dommage, j'ai plus le nom en tête du livre, mais c'est un livre sur le développement personnel.
Réfléchissez, devenez riche. Voilà. Évidemment. Et des bouquins d'Anthony Robbins. Et là, je découvre tout un autre monde. Je découvre que finalement, il n'y a rien qui se passe sans qu'on l'ait provoqué soi-même. Et là, je me dis effectivement, qui a fait rentrer cet escroc dans l'entreprise? C'est moi. C'est moi qui lui ai proposé de venir dans l'entreprise. Donc c'est moi qui l'ai attiré par rapport à, tu parlais de l'environnement, à ton par énergie, rapport à mon énergie, par rapport aux choses que je faisais dans la vie. Donc il n'y a rien qui... moi je dis souvent à des personnes, je vais vous poser 2 questions, je vous demande de répondre le plus rapidement possible, et puis et vous gardez la réponse pour vous. Je leur dis, voilà, donnez-moi pour vous, au jour d'aujourd'hui, quel est votre meilleur ami? Qui est la personne avec qui est votre meilleur confident? Qui est la personne avec qui vous échangez le plus? Celle, quand ça ne va pas, avec qui vous allez vous rapprocher? Quelle est cette personne qui va vous remonter le moral tout le temps? Et je les laisse réfléchir, et puis après je leur dis, ben, maintenant on va faire l'inverse. Qui est votre plus grand ennemi? Celui qui, à chaque fois, quand vous avez un projet, vous casse le projet. Celui qui vous empêche d'avancer. Celui qui vous empêche de mener les actions que vous avez envie de mener. Celui qui vous pète vos croyances. Celui qui casse tes rêves. Voilà. Qui castre tout ce que vous avez envie de faire. Et les gens cherchent, réfléchissent. Et une fois que c'est fini, je dis maintenant, est-ce que les 2 personnes sont identiques? Est-ce que c'est la même personne ou c'est 2 personnes différentes? 7 personnes sur 10 vont vous dire ce sont 2 personnes différentes. Of course. Et je leur dis pourtant, votre meilleur ennemi, comme votre meilleur ami, c'est celui que vous voyez dans la glace tous les matins. Pourquoi? Parce que qui décide de ce que vous devez faire dans la journée? Qui décide des actions que vous devez mener? Qui décide de ne pas y aller? Qui se met le doute? Qui accepte de se mettre le doute? Qui accepte de rencontrer une personne qui va lui mettre le doute? Donc à travers ces lectures, j'ai compris tout ça. Chose incroyable, c'est que une semaine après, j'ai rencontré une personne qui allait faire un stage de kinésiologie. Intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout la kinésiologie. Tu sais, la kinésiologie, Ouais, c'est on interroge la cellule du corps sur le passé, etc. etc. Bon, je suis toujours un homme d'expérience, je suis dans la police. Eh bien, dans ce qu'elle me raconte sur ce qu'était la kinésiologie, je me dis, ça m'intéresse de démarrer aussi la formation. Et donc, je m'inscris à la formation qui était en week-end. Il me voulait la partie pour faire de la kinésiologie. Voilà. Et là, dans la kinésiologie, j'apprends les ancrages du passé, les ancrages des parents, des grands-parents, des grands-parents, de la lignée, etc. Et plus j'avance, plus je comprends les choses. Et puis de la kinésiologie, après j'ai fait de la sophrologie, puis j'ai voulu faire de l'hypnose, et puis de la PNL, et puis un petit peu de... Tous les grands classiques. De massage du rachis, du crâne, etc. Et là, quelque part, je rentre dans une phase de transformation. C'est-à-dire que je découvre un monde que je ne connaissais pas du tout en étant enseignement généraux. Alors imagine un peu, quand enseignement généraux, ils savent que je fais de la kinésiologie, ils savent que je fais de la sophrologie, oulala. Attends, t'as pété un cap. C'est de la secte. Et à l'époque, d'ailleurs, je tombais sur un collègue qui faisait un papier, un blanc, sur la kinésiologie, en mettant phénomène sectaire, etc. J'ai dit phénomène sectaire, je lui ai expliqué ce que c'est la kinésiologie, parce que tu n'as pas bien compris. Mais c'est tout sauf sectaire, quoi. Donc, et là, je commence à rentrer en opposition avec mes collègues. Avec le système. Où moi, je vais sur une ouverture d'esprit qui n'est pas la leur. Eux, ils l'ont peut-être par ailleurs, mais pas dans ce que moi j'étais en train de développer. Et je ne pouvais plus rester là, dans ce monde-là. Et un jour, je travaillais donc sur les sectes et je travaillais aussi un peu sur une salle de prière, parce que j'étais sur Boulogne-Billancourt, et je travaillais sur une des plus grandes salles de prière en région parisienne. Et j'étais en relation avec le président de la salle de prière. Le président, qui était à une année de la retraite, voulait monter un abattoir de poulet. Un abattoir de poulet? Un abattoir de poulet. Et alors imagine des poulets aux hormones. Alors imagine un directeur de salle de prière qui vient voir un flic et qui lui dit « Je vais monter un abattoir de poulet ». Je te demande s'il pense à toi. Parce que flic, poulet, tout le monde avait fait le rapprochement. Et là, il me dit, chaque fois que je trouve un local, personne ne veut parce que ça fait peur à tout le monde, parce que c'est pas... Il s'imagine plein de choses. Mais pour un musulman, c'est important de pouvoir aller chercher son poulet, et d'avoir qu'il a été fait selon les mots de la Mecque, par l'imam, dans les règles de l'art.
Moi, c'est une personne avec qui je vais tisser des liens. Je lui dis, bah, je vais vous aider. Je vais vous aider à trouver un local. Voilà. Donc, je l'aide à trouver un local. Et en l'aidant à trouver un local, on parle de son abattoir, de l'islam, etc. Et plus on en parle, et plus je me dis, mais le marché, il est énorme. Parce que quand on calcule le nombre de musulmans qu'il peut y avoir en Île-de-France, donc le nombre de poulets qui sont consommés par jour, on se dit, et d'ailleurs, chose incroyable, c'est que j'ai appris que le poulet était coté en bourse, tellement la consommation était grande, partout dans le monde. Les poulets français. Les poulets français. Donc c'est des poulets qui viennent de Belgique, je crois. Ah, ils sont meilleurs. Hein. Exactement. Ils ont avec la petite piqûre avec. Voilà. Et donc, et là, me voilà parti sur le projet de créer cet abattoir de poulets pour mon contact musulman. Et en travaillant avec lui sur le projet, on décide presque de le monter ensemble. Alors imagine quand tu rentres chez toi, ou quand tu as un repas de famille, et que tu dis à tes parents, tu as la trentaine d'années, tu dis à tes parents, ben, je vais monter un abattoir de poulet. C'est un bon business. Ah ouais, mais quand tu leur dis que tu montes un abattoir de poulet pour les musulmans, avec peut-être une salle de prière à côté, etc. Là, mon père, il m'a regardé, il m'a dit, celui-là, Il a pété un câble. j'ai peut-être loupé quelque chose à un moment donné. Dans la fabrication. Où je me suis endormi au moment où il ne fallait pas. Mais ils n'étaient pas rassurés du tout, ma mère non plus. Et puis ils se demandaient d'où ça sortait, quoi. D'où ça sortait d'un seul coup un abattoir de poulet, sachant que je sortais d'un dépôt de bilan. Donc ils avaient plus peur pour moi qu'autre chose, quoi. Donc, et puis finalement, on n'a jamais monté l'abattoir de poulet parce qu'effectivement, chaque fois qu'on trouvait un local, on n'y arrivait pas. Mais par contre, en cherchant dans les petites annonces un local, je rencontre une personne qui me dit un jour, vous êtes quelqu'un de dynamique, j'ai quelque chose à vous proposer. Ah. Et là, Et c'est quoi? c'est l'entrée dans le marketing de réseau. Marketing de réseau. Le marketing de réseau, effectivement. Et je découvre donc une société qui s'appelle la société Omnium Finance. Merci pour la pub. Oui, bien sûr. Très bonne société. Excellente. Et donc, le principe, c'est permettre à des gens qui payent des impôts de faire des investissements pour récupérer l'argent de leurs impôts, payer moins, pour développer leur retraite, pour sécuriser la famille, pour développer leur patrimoine, etc., etc. Et quand je vois le principe... C'est en quelle année ça? C'était en 2000. 2000. En 2000. Donc il y a 13 ans, 14 bientôt. Bientôt 14 ans. Et là, quand je découvre la société, quand je découvre, donc je vais à une formation, donc la personne, elle ne me dit pas grand-chose, elle me dit juste, il y a une formation, une présentation de la société et de la méthode de vente et de la rémunération, je vous propose de venir voir, c'est un samedi, j'y vais, par curiosité, encore une fois, et je me retrouve dans une salle. Question importante ici, tu me dis par curiosité, est-ce que pour toi, parce que chez nous en Belgique on dit la curiosité est un vilain défaut. Est-ce que pour toi tu es d'accord avec ce paradigme ou c'est pour toi tu Moi es je pas... dirais que la curiosité... C'est important parce que je sais que... Moi je dirais que la curiosité crée l'opportunité. Intéressant, écoutez bien les amis, notez-le. Ouais. Répète une fois. La curiosité crée l'opportunité. La curiosité crée l'opportunité. Voilà, je pense. Être aware, avoir les radars open. Voilà. C'est-à-dire que tant que je ne sais pas, tant que je n'en ai pas fait l'expérience, je ne peux pas dire. C'est la vie d'un autre, c'est pas ton avis. Exactement, exactement. Donc moi j'aime bien faire l'expérience des choses. Et je pars du principe que avant j'étais comme saint Thomas. C'est-à-dire que je croyais ce que je voyais. Aujourd'hui je ne suis plus du tout dans cette dynamique. Je pense qu'on ne voit que ce qu'on croit. Sans voir. On ne peut voir que ce qu'on croit. Et pas. On ne, t'en répète ça un peu parce que bon, ton français est trop rapide pour moi. Saint Thomas dit. Je vois, parce que j'ai vu, je crois. Je crois que ce que je vois. Ouais. D'accord. Et moi, toi, je tu pars dis. du principe que on ne peut voir que ce qu'on croit. On ne peut voir que ce qu'on croit. C'est-à-dire que ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le voir puisqu'on ne le connaît pas. D'accord. Donc, pour le connaître, il faut en faire l'expérience. Et en faisant l'expérience, en étant aware, comme tu dis, en étant ouvert, en laissant venir les choses, et bien là, on voit si le choix qu'on a fait est un bon choix ou pas un bon choix. Expérimenter. Sachant que pour moi, l'échec, depuis mon dépôt de bilan, l'échec n'existe pas. Hein. D'ailleurs, chose que je n'ai pas dit, mais
à travers mes lectures, je me rappelle avoir tapé sur la table comme ça, tout seul chez moi, en disant il faut que cet échec doit me servir à rebondir et je dois transformer cet échec en quelque chose de positif. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Il y a eu comme un déclic, comme si c'était un top départ sur quelque chose de nouveau. Ça me fait penser à la fameuse histoire de Tony Robbins quand il avait 18 ans et qu'il il vivait à Venice Beach dans un petit appartement de 10 mètres carrés où il raconte qu'il faisait la vaisselle, il se lavait dans le même petit lavabo et qu'il faisait tout dans ce lavabo. Et un jour, il s'est secoué comme toi et en écoutant une musique de Neil Diamond, I am, I say. Je suis qui je dis, je suis qui je dis être. Et à un moment, tu dis, ok, ben, c'est pas ça ma vie. Attends, moi je veux changer et never again, comme il dit, plus jamais ça. Maintenant, je décide d'être aux commandes de ma vie. Et toi, tu as eu quand ce fameux déclic que bon, je souhaite et qu'on veut surtout non seulement souhaiter, mais induire à un maximum de personnes ce déclic qui fait que tu te dis plus jamais ça. Plus jamais ça, je décide aujourd'hui de prendre ma vie en main. Quand est-ce que tu as eu ce déclic qui t'a vraiment… En lisant, en me penchant sur ces lectures, Réfléchir et devenir riche, en lisant les bouquins de Robbins, en travaillant, quand j'ai travaillé sur la kinésiologie, donc, où à chaque fois que j'allais en stage en kinésiologie, je faisais un travail sur moi. Donc avant, moi, ma vie, elle était tracée. Elle était tracée. Programmé pour 40 ans, c'est fonctionnaire, tous les jours la même chose, un peu de sport, des vacances tranquilles, mais comme la plupart des gens. Mes rêves, je les regardais sur la télé de mon canapé. Bon ben voilà, j'avais une passion pour les voitures, ben, je les regardais à la télé, mais jamais j'étais au volant de la voiture que j'avais envie. Donc voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne peut pas continuer, je ne peux pas toute ma vie. J'ai peut-être la chance d'avoir vécu un dépôt de bilan aux alentours de 30 ans. C'est quand même mieux que de l'avoir vécu peut-être à 60 ans. Parce que refaire sa vie à 60 ans, même si ça reste possible, c'est quand même peut-être plus compliqué au niveau de l'énergie, au niveau de la motivation, au niveau de l'envie, au niveau même de tout ce qu'il peut y avoir autour, la famille, etc. Là, je n'avais pas vraiment de famille. Même si juste après le dépôt de bilan, j'ai rencontré une personne qui est la maman de mes enfants aujourd'hui, avec qui je suis, qui est Stéphanie. On a eu un enfant, elle était enceinte au moment où j'étais dans les problèmes de ce dépôt de bilan, de ces dettes qui chaque jour, j'avais l'impression que tu ne vois pas la fin. Donc j'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête et qu'il y avait quelqu'un qui, à l'instant T, quand il voulait, il suffisait qu'il enfonce et c'était fini. Quoi. Et ce qui est intéressant ici, tu vois, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont aussi dans des situations où ils se sentent que les dettes sont en train de les étouffer. Et bon, toi, tu es passé par là. Aujourd'hui, tu as la liberté financière. Donc, tu es la preuve que c'est possible. Et tu m'as dit ici, et j'ai une question pour toi justement par rapport à ça, tu m'as dit que tout a changé pour toi le jour où tu as compris que tout vient de nous et qu'on a le pouvoir de tout changer. Qu'est-ce qui a été ce déclic? Qu'est-ce qui a fait ce déclic en toi? Encore une fois, toujours la même chose. Quand vous lisez des bouquins de développement personnel, et notamment, encore une fois, ceux de Robbins, on vous explique que vos amis, c'est vous qui les avez choisis. Donc, les actions que j'ai menées, que j'ai fait, qui m'ont amené au dépôt de bilan, je me suis dit, si tu es capable de faire des actions qui t'amènent au dépôt de bilan, ça veut dire que tu es aussi capable de faire des actions qui peuvent être différentes, qui vont t'amener au succès. Donc, à ce moment-là, quand tu comprends que tu peux transformer les choses en changeant ton environnement, Non, mais comment? Pour toi, c'est quoi le point clé qui fait que tu changes? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est croire. Croire que c'est possible. Croire que c'est possible de changer les choses. Ça, c'est ton mantra. Et ça a démarré en faisant comme si vraiment ça fonctionnait, comme si et en refusant d'écouter des personnes qui presque tu sais, quand ça va pas bien, tu as toujours plein de gens qui veulent t'aider. Tu as toujours plein de gens qui sont là pour c'est le mur de lamentation.
Voilà, et tout le monde réuni. T'inquiète pas, ça va aller mieux, tu vas t'en sortir. T'es pas le seul, tracasse mon ami, et ils sont là plus pour t'enterrer que pour te sortir. Et puis ça te montre que finalement, tu es là, ils sont Ouais, là. bon. Ça va, et tout le monde est en bas et on se sent bien. Donc là, je tape sur la table, je décide que ça change. Je travaille à fond sur moi, développement personnel, à fond, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'ai une bibliothèque, plein de bouquins. Je vais même jusqu'à monter un cabinet thérapeutique. Donc je monte un statut de coach thérapeutique. Et là, tu as quitté les flics à ce moment-là? Non, j'étais toujours dans la police. Donc je faisais ça en plus. En travaillant sur les autres, je travaille sur moi. En travaillant avec les autres, je travaille sur moi. Ça, c'est intéressant parfois du coaching, c'est que c'est amusant, c'est que tu travailles sur un challenge de quelqu'un et à travers ce travail, il te renvoie plein d'infos qui toi aussi te servent dans ta vie à cet instant T. Et du coup, j'ai transformé l'esprit négatif du dépôt, de tout l'enfer qu'il peut y avoir autour du dépôt de bilan, en quelque chose de positif où des gens qui allaient pas bien ou qui voulaient se challenger eux pour atteindre un objectif, voulaient qu'on travaille ensemble les solutions et le plan d'action. Donc je me suis habitué en travaillant avec eux, sur le terrain en fait, à trouver des solutions avec eux, mais en trouvant des solutions avec eux, je trouvais des solutions pour moi. Donc c'est cette personne qui me fait rentrer dans le marketing de réseau. Je découvre la société Omnium Finance, deuxième publicité. Et là, je vois le système de rémunération. On verra pour les droits d'auteur après. Et là, je vois le système de rémunération. Et je me dis là, c'est l'occasion rêvée de tout faire basculer. C'est-à-dire de t'investir, d'y croire, de garder... Croire. Les antennes, rabaisser les antennes, mettre des œillères, foncer droit sur l'objectif. Focus. Le focus. Regarder le plan de rémunération, regarder l'outil, la méthode de vente, la société. Alors, bien sûr, tu te doutes bien qu'en étant renseignements généraux, avant d'entrer dans cette entreprise... Tu es dans le computer. Parce que là, c'est pareil. Quand tu sors d'un dépôt de bilan, tu dis que tu veux monter un abattoir de poulet et qu'un jour tu rentres, tu dis j'ai découvert une société de marketing de réseau qui fait ça et ça, la première chose que m'ont dit mes proches, c'est ah oui, c'est l'escroquerie, c'est comme le groupement, pyramidal, c'est pyramidal, etc. Computer, voir ce qui se passe. Donc je me dis je vais regarder qui sont les personnes qui sont à la tête de cette société. Il n'y avait rien de particulier. C'est bien passé pour le savoir. Exactement, il n'y avait rien de particulier, donc j'ai dit après tout Migo. Et puis moi je leur ai demandé quelle est l'expérience que vous avez pour dire que c'est pas bon quoi. Aucune. Donc du coup, j'ai cru en la personne qui m'a présenté l'opportunité, qui est mon parrain. Ça, c'est une des clés en marketing de réseau, c'est le parrain. J'y vais, je fonce. Le soir même, je remplis la feuille d'inscription. Il fallait faire un chèque de 400 francs à l'époque, ou 400 francs, oui, pour commander un pack de démarrage. Et puis voilà. Et on me dit, il faut que tu prennes des rendez-vous, des personnes qui payent des impôts, qui veulent développer leur patrimoine pour sécuriser leur famille, améliorer leur retraite. Prends des rendez-vous et puis je vais t'accompagner. Et voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Pour moi, je trouve que c'est un super cadeau qu'on fait aux personnes qu'on peut rencontrer. Puisque là, j'ai découvert aussi une chose à travers le marketing de réseau, c'est que la plupart des marketing de réseau, pour ne pas dire tous, se développent par le biais du bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille est peut-être la meilleure des publicités qui est, puisque c'est la moins chère. C'est la moins chère, mais surtout ceux qui parlent du produit, bien souvent, sont ceux soit qui ont consommé le produit, soit qui l'ont utilisé, soit qui en ont fait eux-mêmes l'expérience. Donc directement la confiance qui est installée. Exactement. Donc qu'est-ce que je fais? Je vois d'abord mon père, je vois d'abord ma mère, j'en parle à mon frère, ma soeur, etc. Et là, rien. Comme d'habitude, c'est jamais que c'est proche qu'on fait le business. Je me dis, bon, c'est quand même un peu compliqué. Entre-temps, j'ai mon premier petit garçon qui naît. Donc j'ai mon cabinet, je suis aux renseignements généraux, je m'investis dans la société, dans le réseau Omnium Finance. J'ai mon petit garçon qui arrive, ma femme qui travaille un peu loin, donc je dois m'en occuper. C'était un peu compliqué, donc du coup ça n'a rien donné. On a dû faire plus de 10 rendez-vous, on a fait une vente.
Bon, et puis à un moment donné, j'ai dit à mon parrain, tu sais, j'ai pas trop le temps, en plus je développe un cabinet, ça va être un peu compliqué. Mais lui garder le contact. Voilà. Et puis un jour, puisque j'avais planté quelques graines de personnes à qui j'avais parlé de ce métier, à en parler. Un jour j'ai une personne qui m'appelle qui me dit Franck, tu t'occupes toujours des impôts parce que là je paye des impôts et il faut que je te vois. Et moi ça faisait peut-être près d'un an que je n'avais pas assisté à une seule formation. J'ai dit je peux paniquer. Attends, mais je voyais l'opportunité de faire une opération, donc j'ai dit écoute, je vais appeler une personne qui va venir avec moi, qui lui est spécialisé, j'appelle mon parrain, je le vois, il fait la présentation, je l'écoute, je le regarde, l'autre en face qui l'écoute, et je vois là une personne qui en l'espace de moins d'un an avait acquis un niveau de compétence qui pour moi me paraissait... Tu parles de ton parrain là? Je parle de mon parrain. Donc je laisse faire le rendez-vous, la vente s'est pas faite, mais à la fin du rendez-vous, j'ai dit comment tu as fait pour avoir ce niveau-là en si peu de temps? Et il me dit c'est très simple, j'ai assisté à toutes les formations, il y avait une formation par mois, et bien tous les mois j'ai assisté à la formation, qui était toujours la même formation. Et voilà, j'ai fait juste la méthode de vente. La répétition. La mère du succès. Ouais, ou la répétition, la mère de l'apprentissage. Donc, je lui dis, ça veut dire que si je fais moi toutes les formations comme ça... Tu vais devenir expert comme toi. Je vais devenir expert comme toi. Il me dit oui. Donc, je reproduis, je duplique ce que lui me montre. Donc, l'importance, encore une fois, ici, ce que je retirerai comme message pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'importance, c'est d'avoir un bon modèle, de l'apprendre et de le dupliquer. Exactement. Ce qu'on appelle dans le jargon, en PNL, comme tu fais de la PNL, du modeling. Exactement. Modéliser les schémas gagnants. Modéliser. Se coller à ceux qui fonctionnent. Alors, je ne savais pas se coller, important aussi de dire, se coller à ceux qui fonctionnent. Parce que d'habitude, ce que font les gens, ils se collent à ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Et puis ils sont étonnés que ça ne marche pas. Donc moi, il me montrait en tout cas qu'il avait un niveau qui était un niveau qui me paraissait un super niveau dans la gestion de patrimoine, etc. Donc me voilà parti. Et toi, tu avais vu ton parrain 12 mois avant, 12 mois après, l'incidence que la formation avait eu sur lui. Il y avait moins que 12 mois, mais j'ai vu en tout cas de façon rapide un niveau, il est passé d'un niveau à je maîtrisais la méthode de vente à un niveau où il répondait à toutes les questions, il maîtrisait tout, voilà. J'avais envie d'avoir ce niveau-là, j'avais envie d'avoir ce niveau de compétence-là. Donc j'ai été... Ça t'a challengé, toi qui étais le challenger, tu avais envie de te booster. J'étais un peu fou, c'est que je lui ai dit, écoute, je vais aller moi aussi en formation, mais je vais aller plus loin qu'en formation, c'est-à-dire que je vais animer la formation. Parce que je n'arrivais pas à apprendre la méthode de vente. Ce qui m'avait bloqué dans mes premiers mois dans le marketing de réseau, c'est qu'on me disait il faut apprendre la méthode de vente, mais je ne savais plus apprendre, et peut-être qu'à ce moment-là, je n'étais même pas enseignable. C'est-à-dire qu'on me disait qu'il fallait faire comme ça, donc je disais oui. Aussi un point important, c'est être enseignable, être coachable. Parce que tu peux avoir tous les coachs du monde, si la personne n'est pas ouverte à accepter et à vouloir apprendre, tu parles dans le désert. Exactement. Donc, je me dis, eh bien, écoute, tu vas lâcher prise, tu vas faire comme si tu ne savais rien, et d'ailleurs tu ne sais rien puisque tu n'as pas de résultat, d'accord ? Tu peux dire que tu es le meilleur, tu es le plus beau, etc. La vérité, c'est le tableau marquoir. Mais quand tu regardes le chiffre, les bilans, il n'y a rien. Donc, tu ne sais rien. Donc, tu vas faire comme ton parrain, tu vas aller en formation, tu vas l'animer. Et je me suis dit que le fait de l'animer, ça allait m'obliger à passer par la case apprentissage de la méthode de vente. Puisqu'on disait, la méthode de vente, c'est ce qui va vous amener à la réussite. C'est la pierre angulaire du système. C'est la clé. Et je n'avais pas compris à l'époque que cette méthode de vente, elle était faite par ceux qui étaient là avant moi, par ceux qui avaient plus d'ancienneté, et que c'est des gens qui allaient sur le terrain. Donc la méthode de vente, ils l'avaient faite pour que ça puisse répondre à toutes les questions de par leur expérience qu'ils avaient sur le terrain, et que leur intérêt, c'était que ceux qui arrivaient derrière puissent l'utiliser de façon simple, efficace et pédagogique, pour que eux puissent réussir. Ont des résultats. Eux puissent réussir. Donc, une des clés, dans ce que tu viens de nous dire, c'est que c'est important, c'est de découvrir quels sont les schémas gagnants, pour reprendre en termes de PNL, quels sont les schémas gagnants. Une fois que tu as le schéma gagnant, tu mets la Rank Xerox ou la Canon en route et tu fais des photocopies. Et tu fais la même chose. Et ça tourne tout seul. Tu fais la même chose. Ça ne sert à rien parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens
qui se cassent la tête à vouloir réinventer le fil à couper le beurre, à vouloir retrouver une méthode. Non. Prenez les amis, prenez ce qui marche, apprenez-le, vous le mettez dans la Rank Xerox ou dans la Canon, vous faites tourner la photocopie et ça marche tout seul. Exactement. Et la répétition fait que vous allez rentrer dans un processus. Ce processus va faire que vous allez ancrer les choses en vous et vous allez peut-être amener un petit plus qui est votre vision par rapport à l'expérience que vous avez eue, mais sans avoir à changer la roue, en apportant un petit plus qui va permettre à tout le système de fonctionner. Donc j'anime cette formation et je me suis retrouvé avec 70 personnes dans une salle. Putain. À faire une méthode de vente que tu maîtrisais pas encore. Que je maîtrisais pas trop. Donc là, il a fallu vite que je mette une stratégie en place. Que tu te stretches. Donc je me suis stretché. Plan de stratégie, je me suis dit, j'ai intérêt d'avoir un ordinateur assez grand pour pouvoir l'écran. Ça va pas ce que tu vas dire. Et donc, je regarde, j'observe la salle, je vois qu'il y a des anciens qui sont là. Et puis, je ne me suis pas démonté, hein, j'ai été voir le premier. Je lui dis, toi, je te propose de faire telle partie la journée, toi, telle partie, toi, telle partie, toi, telle partie. Et finalement, c'est eux qui ont animé, qui ont fait les différentes parties de la méthode. Et moi, j'ai fait qu'animer et créer l'enthousiasme dans la salle. Et j'avais quelque part presque la meilleure position, quoi, parce que je ne pouvais pas dire de conneries, je faisais qu'animer. Et eux, c'est eux qui faisaient la méthode. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis ici, c'est le fait que tu n'as pas attendu que tout soit parfait pour te jeter à l'eau. La plupart des gens, ils veulent que tout soit parfait et que quand tout est parfait, ils vont peut-être commencer à faire quelque chose. Ouais, mais là pareil, c'est… Bon, malheureusement… Là, tu as joué un peu au kamikaze. On passe un peu tous par là. Mais quand on passe à l'action, l'univers est avec nous. La plupart des gens n'aiment pas l'échec, n'aiment pas se retrouver non plus au porte-à-faux. Quand tu as un cadeau à offrir à quelqu'un, tu vas bien souvent voir des personnes que tu aimes. Et les personnes que tu aimes, tu n'as pas envie de les planter, tu n'as pas envie de leur raconter n'importe quoi. Donc tu as envie de bien maîtriser les choses avant d'aller les voir. Donc je suis passé par là, d'avoir envie de maîtriser. Comme je ne maîtrisais pas, j'y allais pas, quoi. Voilà. Et comme je voyais que d'y aller avec mon parrain, ça ne fonctionnait pas plus que ça. Il n'y avait pas des ventes, donc c'est pour ça que j'étais en train de lâcher. Et du coup, de m'être remis dans l'action, c'est-à-dire que d'un seul coup, je me rendais compte que je n'étais plus spectateur du marketing de réseau. Je devenais acteur de mon marketing de réseau. Là, tu as fait le switch. J'ai fait le switch sans le savoir, c'est-à-dire que je suis passé à faire la formation, plus à la suivre, à l'animer. Mais en l'animant, en devenant acteur, la méthode, je l'ai ancrée de façon très très rapide. Et quand on a une salle avec 70 personnes à qui on explique une méthode de vente, eh bien c'est beaucoup plus simple après quand on est face à une seule personne, en rendez-vous, de l'expliquer. Tout à fait. Et là, comme par magie, d'un seul coup, je rencontre un client. Et là, je me dis, c'est que je devais être prêt pour rencontrer ce type de client. Et un client me fait 10 ventes. 10 ventes. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que tout le travail que tu as fait avant, qui t'avait rien rapporté, eh bien en une action… En une vente, je me trouvais quasiment… le titre, c'est un titre qui est parmi les meilleurs vendeurs du réseau qu'on appelle expert. C'est 1 500 000 euros de volume d'affaires. Et le gars, il me réserve 10 lots. Mais tu vois, ce qui est intéressant là aussi, c'est souvent, c'est ce qu'on a fait des séminaires ensemble, c'est que tu sais jamais, chaque non te rapproche du oui. Et ça, c'est encore une preuve évidente que tous les noms que tu as eu un paquet de noms, non, qui t'auraient pu te faire tomber, te faire abandonner. Et tout d'un coup, tu as le oui, mais qui couvre largement le temps que tu as passé, l'investissement, pour pouvoir, je vais dire, avoir le fruit de tout le travail de l'investissement que tu as fait. Mais aujourd'hui, on peut le dire parce qu'on l'a vécu et qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux dire que de façon très… en tout cas, par rapport à moi, ce que j'ai vécu, très sûr, c'est que l'échec n'est pas quelque chose de négatif. C'est un passage, c'est un moment de la vie, c'est une action qui est menée. Et dès l'instant où il y a action, qu'elle amène au résultat ou qu'elle n'amène pas, il suffit juste après de l'analyser et de changer peut-être un point de détail pour que ce qui ne fonctionnait pas se mette à fonctionner. C'est comme en sport, tu ne peux pas gagner tous les matchs pour être champion.
Maintenant, Franck, j'ai une autre question intéressante pour toi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie, mais ils se sentent un peu paralysés, tu vois, ils se sentent un peu comme dans un bloc de glace, ils sont complètement congelés, givrés. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ils sont figés. Figés, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui pensent, c'est juste penser, que leur vie, elle est figée, qui sont là bloquées et qui sont, d'une certaine manière, presque, je vais peut-être exagérer, mais qui sont presque condamnés à mourir dans la condition où ils sont actuellement. Qu'est-ce que tu leur dirais justement mais pour leur faire sortir de cette situation d'être, entre guillemets, congelés? Je pense que la première chose que je leur dirais d'abord, c'est je ferai l'état actuel des choses en disant que tant que vous pensez que votre vie est figée, ben, vous aurez raison de le dire parce que tant que vous le penserez, elle sera figée. Voilà. Donc déjà, c'est commencer à Si tu changer. crois que tu peux ou que tu ne peux pas, dans deux cas de figure, tu as raison. Exactement. Moi, il y a 4 principes. Hein, c'est on peut pas, on veut pas. D'accord. Après, il suffit de choisir, là on veut se positionner. Et puis, ensuite, j'aurais tendance à leur dire, ce qui fait que leur vie est figée, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est parce que dans leur façon de faire, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas trouvé la clé pour que justement, de la bonne porte pour pouvoir changer les choses. Et ils ont sûrement autour d'eux des personnes qui réussissent, des personnes qui ont des super résultats, des personnes qui sont leaders dans leur réseau ou dans ce qu'ils font. Bien, il y a un dicton qui dit, hein, si on veut apprendre à voler comme un aigle, eh ben, il faut s'entourer d'aigles. Il ne faut pas rester avec les moineaux, avec les dindons. Même si c'est pas péjoratif, mais j'aime bien cette image parce que dès l'instant où on veut sortir du lot, on a tous ceux qui ne veulent pas en sortir et qui se complaisent dans ce qu'ils vivent. Jonathan Livingstone, pour nous ramener vers le bas. Donc, tu as vu le film Jonathan Livingstone? Oui, j'ai vu bien sûr. C'est exactement ça. Ouais, le goéland. Oui, bien sûr. Donc là, je dirais, c'est déjà aujourd'hui, on a un super outil, c'est Internet. C'est Internet. Internet, on dit que ça peut faire beaucoup de mal, mais ça peut aussi faire beaucoup de bien. Sur YouTube, il y a plein de petits courts-métrages de développement personnel sur le dépassement de soi, sur trouver des solutions à mieux vivre, sur comment aller chercher la liberté financière. Donc, tant qu'on restera enfermé dans sa coquille, peut-être qu'il sera difficile d'aller chercher la solution pour éclore et pour trouver une liberté qu'on recherche peut-être tous. Donc, rien n'est figé dans la vie. Dès l'instant où il y a de la vie. Dans la vie, soit on monte, soit on descend. Il n'y a qu'un endroit où la vie est horizontale, c'est au cimetière. D'accord. Donc, c'est un choix, encore une fois. Hein. On meurt. Entre les deux, on doit prendre des décisions. Si votre vie elle est figée et que vous regardez ce type de reportage, c'est que déjà vous cherchez des solutions. Donc si vous cherchez des solutions, c'est déjà un bon signe. C'est que vous êtes sur le chemin de cicatriser ce qui s'est passé. C'est ce que je dis toujours dans les séminaires, ou dans les vidéos. Si vous êtes là, c'est qu'au fond de vous-même, vous avez envie de changer. Exactement. Ou sinon, vous serez en train de regarder Canal+ ou d'autres conneries, voilà. mais vous ne seriez pas en train de passer votre temps ni votre énergie à regarder cette vidéo. C'est qu'au fond de vous-même, vous avez envie de changer. Maintenant, la question, c'est que faut-il faire pour changer, à ton avis? Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? J'en ai beaucoup à donner, mais enfin, je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos. Mais toi ici, vu que tu es ici aujourd'hui sur cette interview, qu'est-ce que tu dirais? Quelle serait la première étape, le premier pas à faire pour mettre le changement en mouvement? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est se faire coacher. C'est avoir un coach. C'est-à-dire que si on est dans un fonctionnement qui nous amène à l'échec, c'est compliqué de trouver la solution pour aller vers un fonctionnement qui mène à la réussite. Donc, comme on a dit, il faut s'entourer de personnes qui réussissent. Donc, il faut aller chercher un coach, quelqu'un qui réussit. Donc, il faut se rapprocher de ceux qui réussissent, voir comment ils ont fonctionné, se remettre en question, changer de focus, changer de stratégie, avoir la bonne stratégie, avoir le bon plan d'action. Et puis, si ça fonctionne pour les autres, eh bien, ça fonctionnera aussi pour eux. Avoir quelqu'un qui donne les coups de pied au cul le matin. Ils ont un avantage. Si tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie de bouger, quelqu'un qui va te... Si tu es figé, c'est que tu es gelé, il faut te dégeler. Mais je dirais que ceux qui sont dans l'échec aujourd'hui et qui ont l'impression d'être dans une situation figée,
ils ont un avantage par rapport à ceux à qui ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire? C'est qu'ils connaissent l'échec. Ils savent ce que c'est. Ils savent comment on se retrouve quand on est dans l'échec. Et quand on a connu ça, eh bien, on a juste à faire les choses différemment pour aller chercher. Mais une fois qu'on se reconstruit, on n'a plus peur de l'échec puisqu'on le connaît. On le connaît, on l'a vécu. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu. C'est qu'est-ce qui fait peur? On parle souvent de zone de confort. Qu'est-ce qui fait peur quand on veut agrandir sa zone de confort? C'est que bien souvent on va vers l'inconnu. Et l'inconnu, comme son nom l'indique, on ne le connaît pas, donc il fait peur. Pour connaître le jour, il faut connaître la nuit. Pour connaître le côté positif, connaître le côté négatif, il faut qu'il y ait des comparatifs. Donc l'échec, vous savez que ça ne tue pas, ça peut même renforcer. Moi, je crois que j'en suis l'exemple. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce qui ne tue pas renforce, d'accord. Donc, soyez dynamique. Peut-être aussi faire du sport. Ça peut être que les gens puissent sortir, aller faire du sport, qu'ils libèrent leur énergie. Peut-être aussi changer son alimentation quand on peut, parce que l'alimentation, c'est pas forcément évident. Quand on est dans l'échec, il y a une chose qui fait peur, c'est qu'on pourrait ne plus avoir les 3 choses essentielles qui sont dans la vie. Les 3 choses essentielles pour moi, c'est avoir un toit, parce que vivre dehors, c'est compliqué. C'est pouvoir s'acheter des vêtements, parce que sortir nu, c'est compliqué. Et puis pouvoir se nourrir, parce qu'on peut ne pas avoir d'alimentation, mais au bout d'un moment, si on n'a plus d'alimentation, il n'y a plus de vie. Donc pour moi, ce sont les 3 choses essentielles. Une fois dès l'instant, on a ces 3 choses-là, il n'y a pas d'échec. Et la vie, elle est là, on fonctionne. Après, on va faire qu'améliorer son train de vie. On va améliorer sa zone de confort avec une meilleure maison, de meilleurs vêtements, une alimentation plus riche. Et puis après, on va peut-être acheter une deuxième maison, on va acheter une plus belle voiture. Voilà. Donc, voilà. Tout est possible dans la vie. Si vous êtes figé, allez vers les autres. Bougez. Soyez en mouvement. Être en mouvement, c'est créer de l'énergie. Créer de l'énergie, c'est créer de la vie. Agissez comme un enfant. Un enfant, moi quand je vois mes enfants, ils ont l'inconscience et l'insouciance de l'enfant. Et ça bouge, et ça vibre, et ça croit que c'est capable de tout faire. Bon, ben voilà. Ouvrez votre focus, ouvrez votre esprit. Regardez des courts-métrages ou des petits films sur Internet si vous n'avez pas les moyens d'acheter des livres ou si vous n'aimez pas la lecture. Et puis lisez des livres tels que... je pense à un livre de Robbins qui est un petit bouquin qui résume pas mal... Un petit bouquin vert de la part d'un ami. De la part d'un ami. Moi, je sais que... Il m'est souvent arrivé d'en acheter des cartons et de les offrir à chaque fois. Tu les offrais dans tes équipes, ouais. Dans mes équipes, parce que dedans, il y a des... Le b.a.-ba. Il y a le b.a.-ba, oui. Il y a des choses qui sont simples à mettre en place. Ça ne coûte pas très cher. Bon, ben voilà, donc... Let's go. Franck, j'ai une question intéressante ici pour toi. Tu es un des plus grands leaders européens dans le marketing de réseau. Et en 2008, c'est la période où c'est connu, je me souviens très bien, on s'était rencontrés au Carlton à Cannes lors d'une formation très privée que j'ai eu le plaisir d'animer pour ton leader de l'époque, pour un de tes amis. Et je me souviens, à l'époque, c'était en 2008, c'était en pleine crise Lehman Brothers, septembre 2008, la grande crise financière. Et toi, tu es resté debout. Tu es resté debout dans le business, alors que je me souviens, j'ai eu l'occasion d'animer aussi des séminaires pour ta société, alors que 75% des personnes sont tombées. Toi, tu es resté debout. Quel a été ton secret pour pouvoir justement passer à travers ces crises qui étaient quand même assez ardues pour 2008 était dans ce domaine, surtout dans le domaine des finances, c'était le tremblement de terre. Exactement. Et effectivement, 2008 était une année difficile pour notre réseau. Je ne sais pas si 75% du réseau s'est écroulé, mais une grande partie, notamment des leaders. Plus ou moins qu'on a vu ensemble avant, oui. Et moi, c'est l'année où j'ai fait mon plus gros chiffre en vente perso, puisque j'ai fait 2,6 millions € de volume d'affaires perso en immobilier, alors que ça ne fonctionnait pas bien. Plus personne ne voulait entendre parler. Voilà. Mais j'avais tout simplement, moi tous les ans, je mets en place une stratégie en fonction de ce qui va se passer dans l'année, de ce qui est annoncé. Donc tu es un visionnaire.
J'ai les mêmes outils que tout le monde. Stratège, visionnaire. Je suis un stratège, ça je pense que oui. 1er janvier, je mets une stratégie pour l'année qui va être différente de l'année suivante. Et ça, je pense que c'est peut-être un conseil, si on peut se permettre de donner des conseils. Je crois que tu peux. Bon, vu tes résultats, tu es en mesure de donner des conseils pertinents. Une stratégie se retravaille sans arrêt. C'est en fonction des événements de la vie, en fonction de la politique du pays, en fonction de la politique mondiale. On ne peut pas rester tout le temps sur la même stratégie. En tout cas, dans le domaine dans lequel j'étais. Ouais. Donc là, je savais qu'on allait rentrer en crise en 2008. Ça a commencé en septembre avec la faillite de Lehman Brothers. Voilà. Donc moi, la chute des marchés financiers. En début d'année, je fonce, je me dépêche de faire du volume. J'avais la chance d'avoir fait beaucoup de développement personnel. Donc je me suis dit, en période de crise, eh bien, il y a ceux qui vont regarder la crise comme quelque chose qui est bloquant. Et puis d'autres vont dire, ben, la crise, c'est le moment de faire des affaires. Et moi, j'ai tourné toute mon année sur la crise, c'est le moment de faire des affaires. C'est justement l'opportunité de développer son patrimoine. C'est justement le moment où il faut se positionner pour assurer sa retraite. Exactement. C'est à ce moment-là qu'il faut changer les choses pour protéger sa famille. Et nous, on est en plein dedans. Donc, j'ai eu beaucoup d'actions au niveau de mon groupe. J'ai été beaucoup plus présent sur le terrain. J'ai travaillé 2, 3, 4 fois plus que d'habitude. Et je crois que c'est ce qui a permis que j'ai des bons résultats cette année-là. Je ne suis pas resté comme celui dont on parlait tout à l'heure, qui pouvait se sentir figé, renfermé chez moi parce qu'on annonce. Il n'y a rien qui se passe, voilà, c'est la fin du monde. Une crise économique, tout va mal aller, etc. Non, ça me fait penser à une réflexion de Tony Robbins dans un séminaire dernièrement à Londres. Tony nous parlait de Sir Templeton qui a fait une grande partie de sa fortune en 98, 10 ans avant, quand il y a sur Hong Kong, quand l'Angleterre a lâché Hong Kong et qu'à l'époque, plus personne ne voulait entendre parler d'Hong Kong parce que ça allait être rattaché à la Chine. Et tout le monde avait dit, maintenant c'est foutu, c'est les Chinois, les communistes et tout, c'est foutu. Et bon, le marché Hong Kong a perdu 90%. Il a tout acheté au ras des pâquerettes et c'est ce qui a fait sa fortune. Et une des métaphores de Sir Templeton, qui est une sommité dans l'investissement aux États-Unis, multimilliardaire, c'est de dire l'hiver est ma saison. Pour beaucoup de gens, quand ça ne va pas, mais on ne fait rien. Et comme tu dis, c'est l'hiver, ils sont figés, ils sont gelés, alors que c'est là qu'il faut justement trouver et créer l'opportunité. Et dans le même ordre d'idée, tu as fait UPW, quand Tony Robbins fait l'exercice avec Jacques Addy, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, il y a 5000 personnes qui jouent pour gagner le Jacques Addy, comme à l'école avec les enfants, tu vois. Et il y en a un qui gagne. Et à la fin, quand le gagnant a fini, Tony, quand le gagnant il a gagné, Tony demande, mais dans la salle ici, il y a 5000 personnes, qui parmi vous croyait que c'était possible de gagner? Et tu en as à peine 10%, 500 qui lèvent la main. Ça veut dire qu'il y avait déjà 4500 qui avaient abdiqué. Et après, il se retourne vers le gars qui a gagné, il dit, écoute, tu sais, tu as gagné pas contre 5000 personnes, tu as gagné contre 500. Parce qu'il y en avait 90% qui, eux, avaient déjà, avant de commencer le jeu, avaient déjà perdu avant de commencer. Ouais, très intéressant comme histoire. Ouais. Oui, vas-y, j'avais une autre question intéressante pour toi. Juste finir par rapport à la question de 2008. Donc, année clé, charnière. Quand les choses vont mal, il y a notre pire ennemi qui est la petite voix qui justement nous met le doute, là, le cancer de l'esprit. Cancer de l'esprit. Et pour contrer cette petite voix, eh bien, il faut faire acte de présence, faut aller la contrer sans arrêt. Donc c'est du terrain, encore plus de terrain, beaucoup plus de boulot. Comme nul n'est prophète en son sein, eh bien, c'est faire expliquer les choses par quelqu'un d'autre. D'où l'idée justement du travail qu'on avait commencé à l'époque en te demandant de venir faire des séminaires parce qu'on savait que l'année elle est difficile et je me suis dit finalement elle est difficile si on a envie qu'elle soit difficile parce que on peut prouver aussi qu'elle peut être facile. Tout à l'heure je disais dans un bouquin l'histoire du lac, des pêcheurs dans un lac. Bon, il y a des gens qui vont aller pêcher dans un lac, ils vont tous dans le même lac.
Le problème, c'est que comme ils vont tous dans le même lac et que c'est facile de pêcher dans ce lac-là, les poissons se vident et puis il n'y a presque Il n'y a plus de poissons. Et puis il y en a quelques-uns qui arrivent à pêcher. Bon, là, peut-être que la solution, c'est de gravir la montagne, de faire l'effort d'aller plus haut, parce qu'au-dessus, il y a un autre lac, il y a les mêmes poissons, sauf que comme j'ai fait l'effort d'aller chercher ce lac, d'aller chercher ce poisson dans ce lac, et bien quand je pêche le poisson, il a un meilleur goût, il a quelque chose de plus fort que si je l'avais pêché là où tout le monde pêche. Et du coup, ça montre aux autres que c'est possible de monter la montagne, de passer au-dessus, de se surpasser et de retrouver quelque chose qui va nous donner la sensation que c'est possible, que c'est réalisable et qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore du poisson. Excellent. Ouais. Alors maintenant, j'ai une autre question pour toi. En seulement 3 semaines, dans un nouveau réseau de distribution, tu as remporté toutes les récompenses possibles en 3 semaines. Comment as-tu fait? Alors, comment j'ai fait? Encore une fois, j'ai fait la même chose que j'avais fait dans mon premier marketing de réseau. Alors, j'aime pas trop dire que je vais dans un marketing. Je ne sais pas s'il est possible d'être dans 2 marketing de réseau à la fois. D'accord? On sauve le cul entre 2 chaises, comme on dit. Hein. Ouais. Mais j'ai passé un certificat en gestion de patrimoine qui équivaut à un master en gestion de patrimoine. Et en travaillant, en écoutant les profs, j'ai compris qu'il fallait, pour se protéger, c'était bien de se diversifier. Donc j'étais dans la gestion de patrimoine et pour me diversifier, eh bien, je me suis dit je vais mettre mon argent dans autre chose et puis j'ai décidé de le mettre dans des centres de remise en forme. Je sais, là, tu es en train de tout exploser avec ça aussi. Donc je monte des centres de remise en forme. Tu en as combien maintenant sur la France? J'ai 800 de remise en forme. Et tu as monté 100 combien de temps? En 2 ans et demi. 2 ans et demi, tu as monté 8 entreprises, oui, des big entreprises quand même, des belles entreprises. C'est pas des micros, c'est de belles entreprises qui tournent bien. Tu as combien de membres avec tes 8 centres là? En moyenne, j'ai 1500 adhérents par centre. Ça fait 12 000 si je compte vite. Oui, donc c'est bien. Tes neurones fonctionnent encore bien. Ah ouais, ça fonctionne bien, rassure-toi. Donc, et là, c'est vrai que je monte un premier centre, je me fais l'appareil. Je me souviens à l'époque, tu me dis je monte un centre de remise en forme, je dis mec, qu'est-ce que tu fous là? C'est juste que j'ai voulu me diversifier parce que par sécurité pour ma famille, là j'étais plus comme dans la première situation, quand j'ai eu mon premier échec, quand j'ai eu mon échec, où j'étais tout seul. Il n'y avait personne, ça n'engageait personne d'autre à côté de moi. Là, j'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais un investissement. D'ailleurs, quand je me suis mis à faire toutes ces ventes chez Omnium et avoir ce titre de leader, et là où je commençais à gagner beaucoup d'argent. Le potentiel de revenu important, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté une maison. J'ai acheté une grande maison et je me revois encore le jour où on me donne les clés. Il y a mon père qui est à côté de moi. Je regarde la maison et je me mets à pleurer. Pourquoi? Parce que j'étais quelques années en arrière avec 1 million de francs de dette et je me retrouve quelques années après à être propriétaire d'une superbe maison avec un terrain en région parisienne et je me dis c'est quand même incroyable, la vie comme les choses peuvent changer quoi. C'est intéressant lui là parce que bon, je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a certainement beaucoup qui ont une situation aussi difficile, peut-être de dette aussi comme toi à l'époque. Peut-être pas avec 1 million ou 70 000 euros de dette ou de déficit, je vais dire. Et tout d'un coup, boum, tu te retrouves avec une villa, avec des revenus importants. Voilà. Et quel est, je vais dire, dans les 5% les mieux lotis de France. Ok. Ouais. Ça a pris combien de temps? Entre le moment où tu étais, je vais dire, desperate, en position de désespoir et cette situation où tu es financièrement libre. À peu près 3 ans. 3 ans. À peu près 3 ans. Je ne sais pas si vous entendez, 3 ans. Donc ça peut aller très très vite. Ah oui, et ça a été très très vite. Ça a été dès l'instant où il y a eu ce déclic. Tu as pris la décision, tu as eu ce déclic. J'ai tapé sur la table, j'ai dit ça va changer, ça va me servir. J'en peux plus, voilà, ça ne doit pas rester comme ça. Donc à la rigueur, j'ai mis mes pompes de sportif et je me suis dit, ben vas-y, il faut que tu ailles dans le tas, il faut que tu passes au-dessus. C'est un obstacle, c'est une expérience. Donc ça a fonctionné chez Omnium. Donc tous les ans, je me suis retrouvé dans les meilleurs vendeurs. Je me suis retrouvé à gagner des voyages dans tous les sens, à faire le tour du monde, à me retrouver dans les plus beaux hôtels. Jamais j'aurais pu avoir ça dans la police. C'était pas possible. J'avais pas les moyens.
Et je découvre de nouvelles choses et mon esprit s'ouvre par rapport à ce qui existe à l'étranger, s'ouvre parce que je me retrouve au milieu des leaders. Donc plus j'échange avec les leaders, plus j'apprends Pouvoir de l'environnement et encore. plus je progresse. Donc j'ai un environnement qui change. Je côtoie des endroits qui sont différents de ceux que je côtoyais avant. Je vais plus dans les mêmes restaurants, je roule plus dans les mêmes voitures. Donc je montre que ça fonctionne. Et quand on montre que ça fonctionne, eh bien on attire à soi des gens qui fonctionnent. Exactement. Et du coup, c'est l'engrenage qui ramène vers le bas. Eh bien, il existe le même engrenage qui amène La vers le haut. spirale qui t'emmène vers le haut. Qui amène vers le haut. Donc, et quand on connaît les deux, il y en a un qui on préfère par rapport à l'autre en général. Et moi, je préfère celui qui m'a amené justement vers le haut. Et là, on a envie que ça continue. On a envie que ça continue, que ça continue, que ça continue. Et une des grandes leçons que j'ai appris dans le marketing de réseau, c'est que la réussite, elle vient souvent quand on aide les autres à réussir. C'est-à-dire, plus j'aide l'autre à réussir, plus je réussis. Ça me rappelle ce que me disait Moïse toujours, ne t'occupe pas de ton chèque, mais occupe-toi de faire que ton équipe ait des gros chèques. Et toi, tu en auras un beau aussi. Le focus, il n'est pas sur le chèque, le focus, il est sur ce... J'ai pris l'engagement de faire avoir des chèques aux gens, bon, des chèques, des revenus importants à ceux qui te font confiance. C'est la loi de l'attraction. Si j'aide les autres à gagner de l'argent, si j'aide les autres à se développer, à atteindre leur objectif, c'est mathématique. D'une manière ou d'une autre, ça va te revenir. Ça va me revenir. Donner, c'est recevoir. Il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir, qui pour eux, c'est même pas ça, de recevoir. On veut leur donner quelque chose, on le voit quand, marketing de réseau, quand on va voir ses proches, qu'on leur dit, attends, c'est excellent, vas-y, regarde, prends-le, je te l'amène sur un plateau. C'est pas naturel. Ouais. C'est pas naturel. Donc ça fait peur. Donc la petite voix dit hop, 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 barrière, etc. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Et puis, toujours une question de croyance et d'habitude. Voilà. Question ici. Ouais, vas-y. J'ai pas répondu à ta question des 3 mois. Du deuxième réseau. Ouais, des 3 semaines, oui. Donc je monte mes salles de remise en forme. Ça tourne du feu de Dieu. Qui n'est pas des marketing de réseau. C'est du business classique. Donc là, c'est business classique. Un peu franchisé, parce que tu es en train de monter une franchise, je crois, là-dessus aussi. Voilà, alors c'est pas une. Oui, c'est-à-dire que. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi les centres de remise en forme ont fonctionné ? Eh bien, de la même façon que dans mon premier marketing du réseau, les choses ont fonctionné. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur quelqu'un qui fonctionnait dans le domaine dans lequel j'étais. Je ne savais pas comment fonctionnait un centre de remise en forme. Je sentais qu'il y avait un besoin dans la ville où j'étais à l'époque. Et donc, je vais me faire accompagner par une enseigne. Au lieu de monter moi à une salle, je me fais accompagner par une enseigne. Quelqu'un qui a d'expérience. Quelqu'un qui a d'expérience, quelqu'un qui me paraissait sain. Savoir-faire. Qui avait du savoir-faire. Et je fais la même chose finalement que dans le marketing de réseau, c'est que je duplique ce que lui me dit et je fais à la lettre tout ce qu'il me dit. Et tu ajoutes ton enthousiasme, ton énergie. Mon côté sportif, mon enthousiasme, mon énergie, mon côté développement personnel. Et là, en 4 mois, on explose les chiffres. Et on devient presque le fer de lance de l'enseigne. La salle qui fait des scores que personne n'a jamais fait. Ça fait du bruit partout dans le monde de la remise en forme. On se dit, qui c'est celui-là ? Voilà. Et du coup, ça me met dans une position où j'étais celui qui savait faire. Donc j'étais en train de créer une croyance à l'intérieur de moi-même sur je sais faire, la preuve, puisque les autres me le disent. Et que je le vois dans les résultats. Et du coup, j'en ai monté 1, 2, 3, etc. Et j'en ai monté 8. Et de là, ma femme, dernièrement, rencontre des personnes qui leur proposent des produits, des jus de fruits pour le bien-être à base de baies d'açaï, qui est développé par le biais du marketing de réseau. Et elle assiste au rendez-vous avec mon fils. Moi, je suis en train de bosser à la maison, ma femme a rendu rendez-vous, super enthousiaste. Enfin, il faut absolument que tu regardes des produits de la société Monavi, c'est excellent. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle me dit, tu devrais les vendre dans les salles. J'ai dit, Stéphanie, c'est pas possible. J'ai Omnium, j'ai le réseau Omnium avec tous les distributeurs, tous les distributeurs indépendants de mon groupe. J'ai 60 salariés avec mes 8 salles. J'ai pas le temps. Et puis elle me parle d'une personne qui était dans ce réseau et qui était. La coïncidence, c'est que cette personne était salariée chez Omnium à l'époque. Et je savais que c'était quelqu'un qui était assez droit. Donc je me dis, bon, si lui il le fait, au moins la société est saine. Et puis mon fils s'y met en disant, papa, il faut vraiment que tu regardes, c'est top, etc. Et là,
je me dis, de les voir tous les deux aussi enthousiastes, je me dis, ça peut être l'occasion de créer quelque chose en famille, de créer une activité en famille. Omnium, je l'ai créé tout seul. Les salles, je les ai créées tout seul. Ma femme est venue après m'assister, mais j'ai quand même créé tout seul. Et là, je me dis, on pourrait développer un business tous ensemble. Et du coup, je dis, ben, je vais regarder. Encore une fois, je me laisse aller à la curiosité. Je ne ferme pas les portes et je laisse venir. La personne vient m'expliquer les C'est-à-dire produits. open mind, état d'esprit ouvert. Ouvert. Et je verrai après ce qui se passera. Et là, je découvre les produits. Je trouve les produits super, donc déjà je me dis pour moi déjà c'est utile, donc je prends les produits pour moi. On nous dit manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Moi je ne peux pas manger 5 fruits et légumes, je n'ai pas le temps d'aller chercher les fruits et légumes du lundi jusqu'au dimanche, c'est impossible. Donc du coup je suis chargé en radicaux libres, pas assez d'antioxydants, et là ça m'apporte tous les antioxydants qu'il faut tous les jours, à domicile et des produits frais. Je les goûte, je trouve que c'est bon. Je vois le système de rémunération, je me dis waouh, super top. Et là, il se passe quelque chose, je me dis, eh ben, je lâche prise et je décide de passer encore une fois à l'action. 2 jours après m'être inscrit, je propose à 12 personnes de mon entourage de venir à une présentation pour leur proposer de goûter les produits, pour savoir si j'allais les mettre à la vente dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les 12 personnes qui viennent, alors, je n'avais pas le droit d'aller chercher dans l'autre marketing de réseau. Ouais, bon, question d'éthique, ouais. Pas question d'éthique, et puis de toute façon, c'est pas ça. Je vais chercher donc 12 personnes, des avocats, des agents de joueurs, des salariés, des personnes qui étaient en recherche d'emploi, etc. Et je les mets dans la même salle. Présentation. À la fin de la présentation, les 12 personnes rentrent dans le système. L'enthousiasme. Je me dis, c'est Non, mais ça, exceptionnel. c'est l'enthousiasme, c'est pas difficile, c'est l'enthousiasme. C'est exceptionnel. Et ces 12 personnes me disent, mais Franck, nous aussi, on a du monde autour de nous qui pourrait rentrer. Et je dis, mais j'ai pas prévu. C'était, bon, ben, je dis, on va faire une réunion le jeudi suivant. Donc une semaine après. Toujours avec la famille. Toujours. Voilà. Avec Clément et avec Stéphanie. Et Clément qui suit de près, et Stéphanie qui est là dans les réunions, et on se motive tous ensemble. Et Clément qui me dit, papa, il faut que tu sois là à tel niveau, c'est-à-dire un niveau de ce qu'on appelle Black Diamond, c'est-à-dire $1 million par an. Et moi qui me prends au jeu, je lui dis, bah, écoute Clément, je vais te montrer comment le faire, je vais te montrer que c'est possible, et je vais te montrer que partir de zéro... C'est super pour ton gamin. Quel âge il a Clément? 13 ans. 13 ans, putain. Ah mais il suit ça de près, hein. Ouais. Mais il me met la pression maintenant, il me dit, papa, t'en es où? Donc en même temps, et peut-être que ça c'est aussi une bonne chose, c'est d'avoir quelqu'un qui... c'est-à-dire de donner son objectif à quelqu'un, parce que quand on livre son objectif, eh bien, si on ne veut pas avoir l'air couillon, on s'engage et on va faire les actions pour y aller. Si tu es un gagnant, tu t'engages. Bon, attends, si tu es un couillon, un loser, bon, tu t'en fous. Voilà. Mais si tu es un gagnant, ben, tu vas tout faire pour y arriver. Et puis par rapport au regard de mon fils, c'est impossible pour moi de lui dire je vais aller là et puis lui montrer que je ne vais pas y aller parce que je ne lui montre pas une belle... c'est pas une bonne leçon de vie. C'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image. Donc du coup, j'y vais, je fais cette deuxième réunion. Je me dis on va la faire dans mon bureau, dans ma salle de réunion, il y a 20 personnes. On s'est retrouvé à 70. Et là, obligé vite de louer une autre salle, comment dirais-je, de m'organiser vite, mettre une stratégie en place. Ça a tellement été vite, j'ai le Corporate France qui vient, j'ai celui qui m'a formé qui vient, et je fais la même chose comme Niom, je fais la même chose que dans les salles, je m'appuie sur des personnes qui savent, donc des personnes, des sachants. Concrètement, il y a, pour être clair, il y a un schéma qui marche, qui est simple, que tu utilises, que tu nous as d'ailleurs très bien décrit, et je t'en remercie, que tu nous as décrit, qui fonctionne, qui marche, et tout ce qu'il y a à faire, c'est dupliquer. L'avantage. Et je pourrais te poser la question justement là, qui me brûle les lèvres, c'est quelle est d'après toi, et ça je crois que c'est une question que tout le monde se pose, quelle est d'après toi la qualité, je l'ai déjà donné, mais enfin je vois qu'elle vienne de ta bouche, quelle est la principale qualité qui t'a permis de réussir? L'enthousiasme. Voilà, exactement. C'est l'énergie, l'enthousiasme. Parce que ce n'est pas une question de bac plus 8 ou d'ENA ou des trucs comme ça, c'est... Non. Aujourd'hui, c'est le feu sacré qui est en toi. Moi, je suis fier d'être autodidacte. Je regrette juste une chose, c'est de ne pas avoir bossé plus mon anglais quand j'étais à l'école. Parce qu'aujourd'hui, la société... You speak English? Ouais, little bit. Little. Mais bon, je progresse. Chaque jour, tu fais de mieux en mieux. Nice to meet you, have a good day. Voilà, donc
D'ailleurs, je dis à mon fils, travaille bien l'anglais parce que tu sais. Fais pas comme ton père. Le réseau va se développer et si tu veux, demain, tu seras sur le réseau. Bon, l'anglais, on aime ou on n'aime pas, c'est la langue. On a la chance qu'il bosse bien. Il a une bonne ADN. Hein. Donc l'enthousiasme. Oui, l'enthousiasme. Allez chercher l'enthousiasme. L'enthousiasme fait la différence. Ah oui, c'est sortez, boostez-vous, aidez-vous, coachez-vous. Je pense que c'est, en tout cas, c'est ce qui m'a permis à moi d'avoir les résultats que j'ai eus. Encore une fois, tout le temps le même schéma. J'utilise des sachants, des personnes qui savent, des personnes qui étaient là avant moi. Je ne vais pas refaire la roue, je vais faire exactement ce qu'eux me disent de faire. Je vais travailler mon humilité en me disant j'aimerais moins faire différemment, mais eux ils se disent que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi j'ai envie que ça fonctionne. Ouais. J'ai pas envie de refaire la roue, de perdre du temps sur une expérience que eux ont déjà eue, que je ne pourrais jamais rattraper. Donc je prends cette expérience, je la mets en place. Une fois que ça fonctionne, je la booste avec de l'enthousiasme. Et ça a fonctionné chez Omnium, ça fonctionne dans les salles, ça fonctionne dans le nouveau réseau qui est le réseau. Ça fonctionnera dans tout ce que tu fais. Et je crois que là, tu viens de donner la formule magique. Alors j'ai 2 questions rapides maintenant pour terminer. Rapidement, ça en a déjà beaucoup parlé, mais juste pour faire un recap pour toutes les personnes qui nous écoutent, quelle est ta vision de l'argent? C'est quoi l'argent pour toi? Réponse rapide. C'est une énergie, c'est un moyen. Voilà, c'est un fluide, l'argent c'est important, c'est très très important. Et j'ai pas honte de dire que je gagne de l'argent, je suis même fier de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on t'a invité, Secret de millionnaire. Oui, parce que pour moi je pars du principe que si je n'aime pas l'argent, tu n'en auras jamais. Mais je ne peux pas l'attirer. Exactement. C'est comme si on disait, j'ai une femme en face de moi, je l'aime pas, et tu vas voir. Et comment voulez-vous qu'elle vous aime? C'est pas possible. Donc on ne peut pas attirer à soi quelque chose qu'on n'aime pas. Donc si on met des mots sur l'argent, le pèse, le flouze, pas quoi ce qu'on peut dire d'autre. Ouais, ou d'autres qui disent c'est la cause de tous les maux. Ouais, voilà, c'est l'argent, c'est pas sain, etc. Non, c'est pas sain. Sauf que quand on en a, ça amène quand même à une des premières libertés, qui est la liberté financière. Et la liberté financière, elle permet quoi? Elle permet justement d'être libre au niveau de son logement, au niveau de ses vêtements, au niveau de son alimentation. De bouger, de se déplacer, de pouvoir aider ta famille, offrir des études à tes enfants. Ouais, moi, quand je croise des gens qui disent l'argent c'est ça, l'argent c'est ceci, l'argent c'est cela, je dis c'est très bien, continue, tu n'en auras jamais. Ouais. Et puis si tu en as, donne-le vite aux autres parce que ça va te brûler les doigts. C'est tellement sale, ça va te salir, mon frère. Voilà. Non, je crois qu'il faut arrêter de se leurrer. Démystifier. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, l'argent est important. L'argent permet d'être libre en passant par la liberté financière. Amusez-vous à ne pas avoir d'argent aujourd'hui. Ouais, on peut tous être l'abbé Pierre. Pas de problème. On peut tous demain décider d'être l'abbé Pierre. Mais après, est-ce que c'est ce qu'on recherche? Est-ce que c'est ce que tous on recherche? Et je pense que c'est bien de faire l'expérience des voyages, c'est bien de faire l'expérience de vivre ses rêves. Il y a des gens, un étudiant, quand il sort de ses études, il a plein de rêves. Il a envie de faire de grandes choses. D'accord? Et puis petit à petit, les rêves, ils diminuent. Et pourquoi il diminue? Parce qu'il voit sur son compte en banque les revenus qui tombent. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ses rêves au niveau de ses revenus. Et forcément. Nous on leur dit, mais plutôt que de ramener vos rêves au niveau de vos revenus, gardez vos rêves au niveau où ils sont, et augmentez vos revenus. Tout à fait. D'accord? Allez chercher plus de revenus. Et le marketing de réseau est un moyen de pouvoir gagner des revenus à la hauteur de ce qu'on a envie. C'est je bosse, je gagne, je bosse pas, Exactement. Voilà. Dernière question. Franck, si aujourd'hui tu devais recommencer à zéro, c'est ce que c'est, repartir à zéro, qu'est-ce que tu ferais? Alors je pense que… Tu as 2 minutes pour répondre. Je pense qu'en me lançant dans ce nouveau marketing de réseau qui est le réseau Mon Avis, je pense que je repars à zéro. J'ai eu beaucoup de résultats de suite, comme tu l'as dit, en l'espace de 3 semaines, parce que j'ai fait les mêmes actions que je faisais ailleurs. Mais en même temps, d'arriver de suite à ce niveau de résultat,
presque m'empêcher de vivre ce qu'on vit quand on démarre, hein, la base, c'est-à-dire commencer comme tout le monde, monter les étapes petit à petit. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est partir de rien. J'ai l'impression aujourd'hui que je pars de rien. J'ai une expérience, d'accord ? Et si je devais tout recommencer, je ne sais pas si je voudrais que les choses soient différentes. Parce que chaque étape de la vie, tout ce qu'on vit, c'est pas pour rien qu'on le vit. Ça fait partie de la construction de soi. Et ça amène à qui on est aujourd'hui et ça participe à qui on sera demain. Donc, moi, je pense qu'il faut. Je veux rester clair avec moi-même, je veux rester clair dans mon focus, en accord avec mes valeurs. On a tous des valeurs en soi, il y en a qui sont enfouies. Donc je ne sais pas si je voudrais que les choses soient différentes. Je ne sais pas si peut-être que j'aimerais, si je devais repartir complètement à zéro, c'est-à-dire au moment où j'ai connu le marketing de réseau, ça serait d'avoir pu commencer le marketing de réseau beaucoup plus jeune. Excellent, merci. Ben, je crois qu'il y a plusieurs mots et tu étais d'accord avec moi pour terminer cette interview. Je pense qu'il était très très riche. Moi, il y a 3 mots que je retiens et que si tu veux bien les confirmer, c'est enthousiasme, énergie et croire que c'est possible. Et croire que c'est possible, d'accord. Je crois que c'est le message que vous devez retenir, les amis. L'enthousiasme fait la différence, avoir l'énergie, le peak state et croire que c'est possible. Ben, je te remercie d'être venu du sud de la France, ici à Marbella. Et je te souhaite de joyeuses fêtes et également bon retour dans ta famille. Merci. À très bientôt. À toi aussi. Merci Franck. Merci à vous. Au revoir.